Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis ravie de vous accueillir ce soir au nom de la direction du RHNE pour une nouvelle conférence du jeudi. Je me présente, je suis Muriel De Saulles, je suis directrice du site de Portales et présidente du collège des directions. Donc je relève que vous êtes bien nombreux ce soir et je repère des visages connus qui étaient là il y a 20 ans. Je suis très heureuse que vous ayez pris la peine de venir écouter cette conférence qui sera sans nul doute intéressante, car conduite par des orateurs brillants et vivants. Voilà. Oui. Donc, la conférence est retransmise sur Facebook Live. Donc, il y a 20 ans, on ne l'aurait pas fait, mais désormais, nos conférences sont disponible sur Facebook Live. Donc, c'est pour d'autres conférences. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, n'hésitez pas à aller voir ces conférences sur Facebook. Vous avez également la possibilité de poser des questions et d'interagir avec les orateurs. Donc, n'hésitez pas. 2025, c'est les 20 ans du nouvel hôpital Portales, le NHP, comme on l'appelait alors. Ce bâtiment a été conçu comme un hôpital de ville, mais quasi dès son inauguration, il a été appelé à rejoindre l'hôpital cantonal multisite qui venait de naître. Il a été pensé dans un contexte qui était encore, il est vrai, très orienté sur le stationnaire. L'activité, particulièrement l'activité ambulatoire, y a été densifiée en raison de ces deux phénomènes de manière très conséquente au fil des ans. Ce qui brouille, il faut le dire un peu, la lisibilité organisationnelle qu'il avait au départ. Donc on ne le reconnaît plus tout à fait quand on y revient, si on n'y est pas revenu régulièrement. Ça reste toutefois un magnifique outil qui représente toujours un cadre de travail agréable pour les professionnels et il offre un confort apprécié pour les patientes et les patients. Je crois que même après 20 ans, on n'a pas à rougir des prestations que ce bâtiment permet, indépendamment de la grande qualité des prestations qui sont déployées par nos collaborateurs, bien évidemment. Je parlais là que du bâtiment. Nous avons choisi de faire, dans le cadre des conférences du jeudi, un focus sur l'évolution de la médecine au cours de ces 20 dernières années, qui a connu des avancées marquées. Les intervenants de ce soir vont détailler ces profondes transformations. Aujourd'hui, notamment, les médecins, comme les autres soignants d'ailleurs, gèrent plus de tâches administratives, disposent de moins de temps pour leurs consultations, subissent un stress croissant. Le rapport aux patientes et aux patients, lui aussi, a changé, mieux informé. Les patients sont plus exigeants, actifs dans les décisions médicales. Et c'est une tendance qui se renforce avec l'émergence de l'intelligence artificielle. La médecine, elle, s'est fortement spécialisée. La pratique médicale intègre également aujourd'hui davantage de dimensions juridiques et technologiques. Mais pour toutes et tous, la qualité des soins reste une priorité, même si le rythme et même si les repères ont profondément changé. Pour évoquer ces évolutions, nous avons la chance d'accueillir ce soir 3 médecins, dont un a vécu comme moi et comme plusieurs personnes dans la salle, l'emménagement au NHP en 2005. Je vous les présente brièvement, donc ils me regardent avec « oh là là !» Le professeur Malines Verny, qui est l'ancien chef du département de médecine du RHNE, et comme on a pu le lire dans les médias, je peux donner les dates, donc il est retraité depuis 2018, mais le temps est passé sur lui comme l'eau sur les plumes du canard. Ensuite, la professeure docteur Suzanne Renaud, qui est médecin-chef du service de neurologie du RHNE, et le docteur Pellaton, donc je les présente dans l'ordre de passage, qui est médecin-chef du service de cardiologie du RHNE. À l'issue de la présentation, comme d'habitude, une partie questions-réponses, et puis ensuite, vous pourrez continuer à échanger autour de l'apéritif qui sera servi dans l'entrée. Donc, je vous souhaite une excellente conférence et une bonne soirée. Merci d'avance aux orateurs. Et je souhaite...
Merci Muriel, bonsoir à tout le monde. J'ai fait quasi 20 ans comme responsable de la médecine, d'abord localement et puis dans le canton, à Neuchâtel. Aujourd'hui, j'ai fait le compte et je me suis dit, j'ai survécu 4 ministres de la Santé durant ces périodes et au moins 4,5 directeurs généraux ou présidents des conseils d'administration de l'hôpital. Faut croire que la demi-vie pour ces fonctions est relativement courte quand il s'agit de penser à la santé. Ça montre la sensibilité du sujet et les difficultés qu'on a eues durant ces 20 ans. Donc, la seule stratégie que vous pouvez avoir, c'est Anita Weierma. Vous connaissez peut-être Anita Weierma, bernoise, coureuse on dit, de mi-fond. On lui a demandé, mais comment tu fais pour te motiver à courir? Elle a répondu, Kring, Ache ou Sekle. Donc, baisse le crâne et cours. Évidemment, il suffit pas de baisser le crâne et de courir. Il faut qu'on remplisse le crâne avec quelques concepts. Mais puis, il faut pas les lâcher. Il faut avoir des idées et des conceptions. Quelle est la première question qu'il faut se poser? Quel est ou quels sont les mandats d'un tel hôpital? C'est d'abord le soin des malades. Vous pensez que c'est banal? Ouais, le soin des malades. Donc, il y a des situations à l'intérieur de l'hôpital où ça n'a jamais été vraiment le cas à Neuchâtel, mais ça a été le cas souvent en Suisse alémanique, où les MBA que j'appelle de la Hochschule St. Gallen sont nommés directeurs et ils pensent faire rouler la baraque. Mais, comme on dit, j'utilise maintenant un terme du cours de la Migros, le core business d'un hôpital, c'est de soigner des malades. Et il a fallu aussi, de temps à autre, le rappeler à la direction, dire oui, mais là, vous avez trop d'heures sup. Oui, on essaye de... On avait l'impression à un certain moment que tout se perdait dans l'idée de l'efficience des économies, etc. Et là, vous pouvez pas lâcher. Vous pouvez pas lâcher et dire, un hôpital sans malade, vous pouvez le fermer, c'est clair. Donc, les gens viennent à l'hôpital parce qu'on offre quelque chose de valable, je pense. Si vous l'offrez pas, vous êtes mort. Donc, soins des malades, première priorité. Deuxième mandat, la formation des jeunes. Donc, on a toujours été accepté comme site de formation pour 3 ans en médecine. On gardait les internes 2 ans. 3 ans, c'est un peu beaucoup. Ça nous a permis de bien recruter des internes, des gens intéressants, des types et des typesses très fortes. Et tout le monde ne peut pas être très fort. Des un peu plus faibles, mais tout le monde est sorti, je pense, avec 2 ans, avec des capacités et une exposition à différentes maladies. Préparer la relève. Je vois ici dans la salle au moins 2, sinon 3 ou 4 médecins qui ont passé chez nous, qui se sont installés dans le canton. C'est très important. On peut pas... On a eu des candidats du Valais ou des candidats des internes du Valais, de Genève, de quelques-uns de Berne. Ils ne vont pas nécessairement installer dans le canton. Mais vous verrez, en prévision de la démographie très difficile qui sera dans les années 30 le cas dans le canton, c'est important d'offrir comment on pourrait appeler ça, une culture d'entreprise, de bonne prise en charge pour la formation et aussi de montrer des perspectives pour plus tard. Recherche, c'est pas un mandat. Il est clair, on peut plus faire de la recherche dans un hôpital comme Neuchâtel. On peut la faire en collaboration avec d'autres. On a eu la chance pendant des années de faire partie de la cohorte hépatite C, mais autrement, la recherche qui est très importante, c'est pas possible.
de l'affaire à un certain niveau, il faut oublier. La question importante, on parle de la valeur des malades, quelles sont les attentes? Ça n'a pas changé et c'est extrêmement important. Un bon accueil et la présentation des professionnels. Vous êtes accueillis comme patient, les gens se présentent, je suis infirmière, je suis chef de clinique, je suis je ne sais pas quoi, et l'accueil doit être bon, etc. Les informations doivent être compétentes et compréhensibles. Ça, c'est la base de la confiance. Donc, compétent, ah ouais, mais j'ai une question, mais je ne sais pas, je vais voir, etc. Ça doit être compétent et compréhensible. Tout le monde ne parle pas la même langue. Quelquefois, il faut expliquer facilement. Quelquefois, on peut se laisser aller dans les technicalités, mais c'est important. Ça, c'est une chose qui restera toujours, l'accueil des patients, le respect. Donner des leçons aux patients, forget it. C'est la dernière des choses à moi maintenant. Comme ça, mais pas bien compris maintenant. Il faut pas tout accepter des patients. Il y a des patients qui passent. Et aux médecins, ils ont des raisons, mais il ne faut pas non plus. Le respect, c'est être clair avec la personne, de comprendre dans quelle situation il se trouve, et ça on peut le faire, on le comprend assez rapidement. Si c'est une situation de crise, si c'est pas une situation de crise, il faut intégrer dans la formation. Quelle est l'autre attente? C'est sortir dans un status quo ante. Ça veut dire, au fond, beaucoup de patients pensent, je viens à l'hôpital et je sors au moins dans l'état que j'étais avant d'entrer à l'hôpital. Là, tu peux aussi dire souvent au roseau de ne pas se mouiller, parce que souvent, ce n'est pas possible. Mais au fond, beaucoup de gens ont cette attente. Et il faut en tenir compte dans l'information. Le dernier point, les dernières années que j'étais là, il y avait plusieurs patients qui diraient « Ah non, oui, écoutez, demain, il faut faire un scanner. Ah non, mais ça coûte cher. Je pense que ce n'est pas nécessaire. » Oui. Alors là, il y a une prise de conscience qui ne va pas jusqu'au bout, mais il y a quand même une prise de conscience des coûts. Et certains patients disent « Non, je ne veux pas ça, ça coûte trop cher. Je pense que ce n'est pas nécessaire. » Donc, ils s'attendent qu'on n'ait pas de toxicité financière. 2005, on a déménagé. Vous voyez cette photo magnifique que M. Bus m'a mis, comme toutes les illustrations d'ailleurs. On déménage des Cadoles dans un nouvel hôpital, nouvel instrument, magnifique. On comprend rapidement qu'il manque un étage. M. Ruesch m'explique pourquoi. Certains disent c'est un conseiller d'État qui l'a biffé, il a fait 4 ans. Donc c'est une démonstration de demi-vie courte. Il a fait 4 ans et là on me dit, le journaliste me dit c'est pour des économies. D'autres ont dit c'était pas pour faire. Vous voyez, un étage de plus ça fait un peu d'ombre autour pour pas faire trop d'ombre à la Providence. On ne sait pas. En tout cas, cet étage, il a manqué. L'instrument était clairement trop petit. Manquait des bureaux. Les bureaux étaient un peu trop petits. On avait beaucoup d'étudiants. S'il y a 4 dans un bureau, etc. Le secteur des soins était bien pensé. Toujours. C'était agréable. L'endoscopie, elle avait été planifiée dans les années 95. C'était clairement insuffisant. Mais personne n'avait anticipé ce qui arriverait avec le temps. Ça, c'est un problème. Il faut anticiper. Tu conçois un hôpital, tu conçois une infrastructure, tu dois penser 10 ans ou plus et dire, oui, mais là, on ne va pas continuer les endoscopies du poumon et du gastro-intestinal comme on l'a fait pendant 20 ans. Impossible. Mais
Donc, c'est des erreurs qui se font régulièrement. Les urgences, promiscuité, problématique. J'explique. Le pauvre Reza Ketari, qui était pauvre, façon de parler, qui était responsable des urgences, il a fait au moins 10 voyages chez Ikea pour acheter des paravents. C'était un peu délicat d'avoir des mamans avec des bébés, des ivrognes qui menaient le bal, des gens qui saignaient tous dans la même salle d'attente. C'est beau, les urgences, mais pas vraiment raisonner comment ça sera. D'autant plus que les urgences sont devenues une sorte de cabinet médical. On va aux urgences, etc. Donc, j'ai mis le titre de l'hôpital de zone à l'hôpital cantonal. Quand je suis arrivé, c'était ici, à La Chaux-de-Fonds, un hôpital de zone. Donc, il y avait les 2 hôpitaux fonctionnaient bien, mais il fallait se positionner à l'avenir. Et il est clair, avec des hôpitaux de zone, on n'aurait eu aucune chance de survie. D'un point de vue des malades, qui sont de plus en plus exigeants, il est clair que vous faites un stroke, vous faites un ictus, une apoplexie, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez dans Internet, déjà à l'époque, et vous voyez, il faudrait un neurologue. Il faudrait un neurologue aux urgences pour décider ce qu'on fait, etc. Il n'y avait pas à l'époque. On avait des consultants qui se sont beaucoup engagés. Je ne critique pas les consultants. Par exemple, Pierre Friedli, qui était un neurologue hors pair clinicien, il était extrêmement efficace. Un jour, il m'a dit, écoute, Malim Verni, il avait été formé chez Momental, donc une neurologie classique, surtout diagnostique. À l'époque, la neurologie avait peu de possibilités d'intervenir au niveau thérapeutique. Donc, il m'a dit, Pierre, mais il te faut des neurologues à l'hôpital. Hein? Il y a des gens qui avaient réfléchi et qui s'étaient déjà positionnés un peu à l'avenir. Donc, les relations avec l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, c'était 2 hôpitaux de zone, pas facile. Pendant des années, c'est pour ça que j'ai mis Il y en a point comme nous. Il y avait des gens qui pensaient que c'était le max du max du max. On reste tranquille. Les orientations étaient clairement, rapidement différentes. Moi, j'étais pas seul. Je dis moi. Je suis pas seul, même. La réflexion est il faut développer un instrument de travail qui tienne la route à la longue. Dans les montagnes, c'était pas comme ça. Au début, ça a été longtemps, nous, les internistes, on sait tout faire, et quand on a besoin, on appelle. J'ai été éduqué exactement de la même... Si je suis trop long, Monsieur Bus, vous dites... Parce que je suis un peu bavard, je sais. Donc, vous me faites signe. J'ai été éduqué de la même façon. Comme tous les internistes, à l'hôpital de Lille, on est les meilleurs. On est les plus grands. C'était une médecine interne très forte, mais après, vous faites pas encore de l'anitavaillement. Vous mettez pas la tête dans le guidon, mais vous réfléchissez un peu. Et vous dites, non, mais ça tiendra pas la route. Et la raison est très simple, je vais vous l'expliquer. Donc, les orientations étaient différentes. C'était une période relativement difficile. Par la suite, grâce aux très bonnes ententes entre les 2 intensivistes, M. Zender et Mme Zurcher, on a développé un cours de formation très pointu, obligatoire pour les internes, pour les 2 sites, et par la suite une formation en commune qui était transmise par voie électronique en haut et en bas. Ça a pris un peu de temps, le cours des soins non, mais le reste, mais on est arrivé piano, siamo arrivati abbastanza lontano. Pourquoi? Parce que tout ce discours des spécialités, les progrès en médecine sont venus de ce qu'on appelait autrefois les spécialités. C'est plus des spécialités, tout c'est des FMH. Mais il est clair, les progrès ne sont pas venus de la médecine interne générale. La médecine interne générale, c'est
un généraliste à l'hôpital qui a un rôle extrêmement important. Mais les choses poussées sont venues des spécialités, comme là, j'ai énuméré les spécialités qu'il y a à l'hôpital pour Thalès, avec une activité aussi à la Chaux-de-Fonds. La pneumologie, on a recruté, il voulait venir, on a recruté un pneumologue, à mon avis, de haut niveau, agressif, qui a mis sur pied un très bon service, la neurologie. J'ai mis les astérisques parce que les deux vont parler après et montrer ce qu'ils ont fait. Évidemment, si on dit à Madame Renaud que la neurologie est une spécialité de la médecine, elle fait un caca nerveux. On ne peut pas dire comme si, on peut dire comme ça. Elle a raison. L'origine est la médecine. Mais c'est de loin plus comme ça. La neurologie est une discipline complètement autonome. Pour moi, c'était clair. Fallait, pour des questions de santé publique et d'autres questions, il fallait une neurologie à l'hôpital. Ça n'allait pas comme ça, comme on a fonctionné dans l'hôpital de zone longtemps. Et vous verrez ce qu'elle a construit. La gastroentérologie, ça a été qu'il y a à l'hôpital, une construction difficile. Il n'y a pas de Suisse qui s'intéressait à la gastroentérologie, soit pour de l'argent, parce que c'est des gens qui gagnent bien leur vie, soit à Genève, ils forment beaucoup de gastroentérologie. Ils restent tous à Genève. Tous. Ils n'aiment pas parce que Genève. Alors je me suis dit, je crains qu'à la longue, leur activité, ce sera de faire entre gastroentérologues des gastroscopies, l'un à l'autre et vice-versa. Non, mais je veux dire, hey man, donc ça, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Hein. Vous ne pouvez pas obliger à quelqu'un de dire, je te forme. Quand tu es formé, tu vas, par exemple, dans le canton de Neuchâtel, où manquerait des gastroentérologues. Impossible. Ça ne va pas. Cardiologie, vous verrez le dynamisme de M. Pélaton dans sa présentation. Les cardiologues sont venus de l'extérieur. Il a mis sur pied des services qui sont très utiles à la population neuchâteloise. Le dernier, la néphrologie, ça c'est un mariage particulier avec la Providence, mais les néphrologues eux-mêmes voulaient venir là. Pourquoi? Parce que les patients de néphrologie, les patients polymorbides, les néphrologues, même s'ils se considèrent à juste titre des grands internistes, comme les infectiologues d'ailleurs, qui savent beaucoup de choses, mais ils ont besoin du cardiologue, ils ont besoin de l'infectiologue, ils ont besoin de toute une infrastructure pour le patient polymorbide. Ils ont voulu venir, ils sont là, on est très contents. Voilà. Donc Cyril, you are on stage. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, parler après le professeur Malines-Verny, c'est un certain challenge. Les talents oratoires du professeur Malines-Verny ont été prouvés. Donc, je vais essayer de vous parler pendant 10 minutes et surtout pas plus, parce qu'il m'a vraiment demandé, Cyril, tu tiens tes 10 minutes. Donc, je vais respecter cette demande insistante pour vous parler un petit peu de cardiologie. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été déjà présentées par le professeur Malines-Verny, mais l'idée n'est pas de vous faire un récit de tout ce qui a été fait dans ces dernières années pour créer un service de cardiologie, mais peut-être plutôt pour un peu illustrer ce que l'on a réfléchi et ce qu'on a mis en place pour développer un service avec cette médecine qui est en grande mutation. Et alors, je suis arrivé plus tard que le professeur Malines-Verny au sein de l'institution, mais c'est vrai que la mutation, on la sent en tant que professionnel de la santé au quotidien. Un projet que l'on a, on est obligé déjà de se dire mais qu'est-ce que je vais faire dans 3, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on est vraiment dans une médecine en mutation. Et on doit toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Donc quand je suis arrivé ici dans le canton, enfin plutôt revenu dans le canton, je suis un peu un enfant du canton de Neuchâtel, je suis revenu de Londres.
Alors, ça faisait très très bizarre. Londres, Neuchâtel, vous imaginez un peu le changement de paradigme. Je crois que c'est une partie du titre de la journée, un changement de paradigme. Puis on a parlé avec le professeur Malin-Verny et le but était de créer un nouveau service. Donc il n'y avait pas de cardiologie cantonale. Donc c'était des collègues qui travaillaient en pratique privée, qui travaillaient extrêmement bien, qui étaient très investis pour les patients et pour l'institution. Et puis l'idée était de développer une spécialité, donc en l'occurrence la cardiologie, et puis d'essayer de comprendre quels étaient les besoins pour le canton, et puis de développer cette spécialité au sein de notre canton d'une part et de notre institution. Donc on a dû pas mal réfléchir avant de mettre ça en place, et puis alors je vous ai donné quelques pistes, mais je ne vais pas évidemment pas trop m'étendre une fois encore pour garder mes 10 minutes. On a dû réfléchir un tout petit peu à l'épidémiologie, ça veut dire est-ce que la maladie cardiovasculaire, c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que ça vaut la peine de les prendre en charge dans le canton? Est-ce que c'est une pathologie dont on doit s'occuper, ou au contraire, on peut peut-être le faire dans d'autres cantons? On a dû réfléchir aux besoins de la population, c'est-à-dire qu'est-ce que chaque patient aurait besoin au sein de notre canton comme prise en charge au sein d'un hôpital. Et puis évidemment, on doit un petit peu réfléchir au niveau, on a parlé de l'aspect financier, c'est pas du tout la première chose à quoi on pense, mais est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? Est-ce que de construire un service de cardiologie dans un hôpital, ça fait du sens? Alors, quelques données de type démographique, c'est juste pour vous donner quelques chiffres. Quand on parle de cardiologie, on peut parler d'énormément de pathologies différentes. Alors, je vous en parle juste de 2 parce que c'est des choses qui vous parlent, je pense, à toutes et tous. Dans le canton, il y a environ 470 à 500 infarctus par an. Alors quand on parle d'infarctus, ça peut être assez large comme pathologie, ça peut être d'un infarctus grave à des choses un petit peu moins sévères, mais environ 470 à 500 patients viennent par année avec un problème sur les artères coronaires. Donc les artères coronaires, c'est les vaisseaux qui donnent le sang au cœur, comme vous voyez sur le côté gauche. Donc déjà ça donne une idée assez claire du nombre de patients qui ont ce type de problème sur les artères coronaires. Quand on parle d'insuffisance cardiaque, donc quand le cœur est un petit peu fatigué, qui ne permet pas de donner suffisamment de sang à l'ensemble de l'organisme, il y a environ 500 patients dans le canton qui sont hospitalisés avec cette problématique d'insuffisance cardiaque. Donc je vous donne juste ces 2 pathologies pour vous donner un peu l'idée de l'étendue de la problématique. Donc oui, en termes de démographie, il y a beaucoup de patients qui justifient une prise en charge, alors ambulatoire évidemment, mais également hospitalière, de problématiques d'ordre cardiologique ou cardiovasculaire. Alors après, évidemment, on a dû réfléchir. Il y a beaucoup de patients à prendre en charge, mais après, on doit réfléchir comment est-ce qu'on va les prendre en charge au sein d'une institution. Le professeur Malin-Verny vous a parlé de ce qu'on appelle l'ambulatoire, de la prise en charge où les patients ne sont pas hospitalisés, mais aussi évidemment les patients hospitalisés. Donc, est-ce que le rôle d'un service comme le nôtre de cardiologie joue aussi le rôle de prendre en charge les patients en ambulatoire, ou c'est uniquement pour les patients qui sont dans un hôpital? Mais on doit penser aussi à l'après, notamment la réadaptation. On en parlera très rapidement juste après. Après un événement cardiovasculaire, par exemple, le patient a envie de partir rapidement de l'hôpital, mais on a envie de pouvoir continuer de le prendre en charge pour la suite. Et c'est vraiment un fil de prise en charge qui est important. Et c'est une des missions d'un service comme le nôtre, d'avoir cette couverture complète de prise en charge. Je ne vais pas entrer dans le détail des spécialités que l'on peut faire, mais la cardiologie a beaucoup de sous-spécialités, que ce soit un problème sur les vaisseaux coronaires, dont je viens de vous parler, des problèmes d'arythmie notamment, mais je ne vais pas aller plus loin. Ça c'est un peu le rôle du spécialiste de dire qu'est-ce qui va être le plus intéressant et le plus important pour la population. Un point sur lequel j'aimerais insister et sur lequel je pense que le professeur Malin-Verny reparlera tout à l'heure, le recrutement est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on peut dire on veut faire beaucoup de choses dans notre région, dans notre canton, dans notre hôpital, mais si on ne trouve pas les bonnes personnes, évidemment on ne va pas pouvoir développer de manière optimale notre spécialité. Donc en amont, on doit être à la fois attractif, mais on doit aussi faire quelque chose de raisonnable en termes de développement de services pour pouvoir construire une spécialité, en l'occurrence la cardiologie, de qualité. Puis après, on doit vraiment se positionner. Est-ce qu'on est dans une situation d'un petit hôpital régional? Est-ce qu'on est dans un hôpital dit secondaire, donc un hôpital cantonal? Ou alors est-ce qu'on est dans un hôpital tertiaire, qui est un hôpital plutôt de type universitaire? Et on doit vraiment se positionner parce qu'il ne faut pas viser trop petit, il faut en tout cas pas viser trop grand, donc être vraiment positionné juste. Et comme je vous l'ai mentionné, c'est important de se positionner juste dans le parcours du patient, notamment en termes de sa prise en charge. Alors, je vais pas m'appesantir trop sur ce petit schéma, mais je vous ai juste fait un petit peu l'esprit et la construction du service. Donc, quand on a fait les fondements, évidemment, d'un côté, il y avait une prise en charge ambulatoire, donc où les patients ne sont pas hospitalisés, mais on offrait des prestations qui n'étaient peut-être pas forcément disponibles pour de la cardiologie de ville.
À côté, il y avait évidemment les prises en charge hospitalières. Et quand on crée un service, je pense que la première chose qui est importante, c'est déjà de savoir quels seront nos fondements et puis les collaborations. Donc, une fois encore, on a un hôpital qu'on doit considérer comme non universitaire. Certes, un grand hôpital cantonal, mais non universitaire. Donc, on doit connaître nos limites, on doit connaître les personnes avec qui on travaille, notamment les centres universitaires, pour pouvoir référer les patients au bon moment et aux bonnes personnes. Et puis évidemment, quand on construit un service, on doit aussi avoir une excellente collaboration avec tous nos collègues médecins installés, donc les médecins généralistes et les spécialistes avec qui on travaille au quotidien. Donc ça, c'est un petit peu le fondement sur lequel on a construit le service. Et puis après, on a développé plein de petites choses. Alors, je ne vais pas vous les énumérer pour des raisons de temps, et puis surtout, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais globalement, on a un peu construit plein de choses qui vont permettre d'avoir une prise en charge optimale à nos patients au niveau cardiologique. Et puis après, il y a eu plusieurs étapes, et je vais insister juste sur une ou deux choses, parce qu'on a développé, par exemple, de l'imagerie avancée. C'est des choses qui n'existaient pas du tout dans le canton, où les patients allaient à l'extérieur, où il n'y avait finalement peut-être même pas ces prestations au début. Et on reste vraiment à la page des nouvelles technologies, et on les développe au fur et à mesure, notamment au niveau de l'imagerie. J'insisterai sur 2 points, notamment, je parlais de réadaptation, parce que l'hôpital a un rôle clé au moment d'une problématique aiguë, mais il a aussi ce rôle pour la suite et la continuité des soins. Donc les hospitalisations sont de plus en plus courtes, et notre but, c'est aussi de pouvoir accompagner le patient après l'hospitalisation, pour que l'hospitalisation soit courte, mais qui permette une prise en charge optimale et adéquate après les hospitalisations. Donc on a aussi tout mis en place, ce type de programme, notamment après les infarctus et pour l'insuffisance cardiaque. On est aussi très impliqué, je reviens sur l'aspect de la collaboration, je reviens aussi sur la problématique des infarctus, maintenant depuis quelques mois maintenant, presque quelques années. On a aussi développé de la télémédecine avec notamment nos collègues urgentistes. Si un patient fait un infarctus à son domicile, on peut avoir exactement en direct l'électrocardiogramme qui se fait au domicile du patient. On peut le revoir, décider si le patient justifie une prise en charge aiguë ou hyper aiguë. Et évidemment, si on parlait il y a 20 ans, comme au moment du déménagement, si on parlait de télémédecine, évidemment, c'était quelque chose qui était simplement méconnu. Je reviendrai juste sur 2 points sur l'enseignement et la recherche dont le professeur Malines-Verny a parlé. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Notre rôle en tant qu'hôpital cantonal et en tant que service, évidemment, c'est de susciter des vocations. Pour nos jeunes docteurs, c'est de leur faire envie de faire de la médecine. Peut-être encore plus de la cardiologie, mais de faire de la médecine en général. Donc de susciter des vocations, c'est important, mais aussi c'est de leur permettre d'avoir une formation de qualité. Et puis pour avoir une formation de qualité, il faut que chacun des services soit certifié au mieux. Donc le professeur Malines-Verny parlait du service de médecine interne qui avait une certification. C'est aussi ce qu'on a fait évidemment pour la cardiologie. Alors, on a commencé petit à petit, où là maintenant on a la chance de pouvoir former nos chefs de clinique ou nos médecins assistants pour une durée de 2 ans avec une certification de notre société faîtière. Et puis je rebondis sur ce que le professeur Malines-Verny disait. Le but d'un hôpital comme le nôtre, d'un canton comme le nôtre, c'est pas de faire de la recherche scientifique de haut niveau. Pourquoi ? Parce que notre vocation primaire, c'est vraiment de soigner les malades. Je pense que la recherche scientifique est plutôt réservée aux hôpitaux dits universitaires. Mais c'est vrai qu'on a la chance quand même d'être dans un canton extrêmement dynamique. Puis je me permettrai juste de citer le CSEM qui est juste à côté, et puis la société Actia, sans faire aucune promotion quelconque. Mais c'est juste pour dire qu'on a eu la chance de pouvoir développer tous les premiers prototypes de cette société. Et on l'a fait ici à Neuchâtel. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir cette promiscuité. On a fait de la recherche de petite taille. Maintenant, c'est une société qui a eu vous avez probablement vu son envol au niveau économique notamment. Mais on a commencé ça à Neuchâtel. Et je pense que ça fait partie aussi de notre petite vocation. J'avancerai très vite pour les 2 derniers points. Évidemment, il y a des choses qu'on ne fait pas encore, notamment ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle. Puis il y a des choses qu'on ne fera jamais, notamment la transplantation cardiaque, des interventions qu'on appelle structurelles, complexes, et puis ça qui sont vraiment du domaine d'un hôpital universitaire. Alors, notre but, c'est vraiment de trouver un socle ferme, efficace, mais aussi savoir qu'il y a des choses que l'on peut faire et d'autres que l'on ne fera jamais. Je crois que j'ai ma minute de résumé. Comme ça, après, je pourrais passer la parole à la doctoresse Renaud. Donc, on résumé pour la cardiologie, et je pense que c'est un résumé qui peut être un petit peu plus large, mais je pense que si on veut développer une spécialité dans un canton ou dans un hôpital, il faut qu'on soit en adéquation d'une part avec la démographie, donc
le nombre de patients, les types de pathologies et puis les demandes. Et je pense que l'important, c'est le ni trop, ni trop peu. Parce qu'évidemment, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre pour pouvoir apporter des prestations de qualité. Un hôpital cantonal, comme je l'ai dit, c'est un hôpital qui apporte des soins secondaires, donc ce n'est pas un soin tertiaire. On n'est pas un hôpital universitaire, et il faut être raisonnable et vraiment focalisé sur les prestations que l'on sait faire. Et j'aime bien un petit peu ce parallélisme, c'est de la proximité, mais c'est de la qualité. Donc on doit réussir à trouver ce bon équilibre pour notre patient. Évidemment, on doit pouvoir positionner notre patient dans son parcours de soins. Je reviens sur le recrutement, et pour moi, c'est un des points cruciaux, parce que si on recrute du personnel qualifié, évidemment, la qualité des soins sera bonne. C'est un enjeu majeur pour la prise en charge de nos patients. Mais si on recrute bien, c'est aussi des patients potentiellement c'est potentiellement des collègues qui vont revenir. C'est des collègues qui auront un intérêt à travailler dans le canton. Et puis, on arrive à dynamiser aussi notre canton pour la relève. Et je pense que là, notre rôle formateur, que ce soit alors, je pense que la doctoresse Renaud l'évoquera aussi tout à l'heure, mais le rôle formateur de nos services respectifs est important. Puis je terminerai sur l'aspect des collaborations, parce que c'est ça qui est beau aussi en médecine. On est mauvais tout seul, on est meilleur en équipe, et puis on a besoin de collaboration donc interne. Évidemment, si un cardiologue n'a pas un urgentiste à côté de lui, ou n'a pas un intensiviste à côté de lui, un interniste à côté de lui, il sera mauvais. Donc on a besoin de cet échange avec les différents collègues, et j'en ai cité encore quelques-uns, et je les oublierai si je ne cite pas par exemple les anesthésistes, les radiologues, mais toute l'équipe avec qui on travaille au quotidien. Et les collaborations externes sont également cruciales, parce qu'on n'est pas dans une tour d'ivoire, dans un hôpital comme le nôtre, alors, ici à Neuchâtel, mais partout dans le monde. Si on ne collabore pas avec les collègues qui sont installés en pratique privée, si on ne collabore pas avec les autres hôpitaux, notre service ne fonctionnera pas. Et je pense que c'est un des messages que je voulais partager avec vous. Certes, le paradigme a changé ces 20 dernières années, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui continueront, et puis il faut toujours qu'on reste à niveau, certes, mais garder cette importance de la collaboration avec les collègues, les collaborateurs, et puis évidemment une orientation de prise en charge pour optimaliser nos soins aux patients au quotidien. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité, Raphaël. Et en effet, j'ai un peu réfléchi qu'est-ce que j'ai raconté ce soir. Et je vais commencer avec... comment est-ce que je peux avancer? Ah, je dois faire ça. Ok, pardon, c'est totalement moderne. Alors, ici dans cette salle, il y a 40% qui n'ont pas une maladie neurologique. 60% ils en ont une. C'est extrêmement fréquent des maladies neurologiques. Vous voyez ici l'Union européenne, il y a 500 millions d'habitants environ, 300 millions ont des maladies neurologiques et 1 million va en mourir par année. La mortalité, la charge de morbidité liée aux maladies neurologiques, c'est vraiment très élevé et se classe au 3e rang parmi l'ensemble des groupes de maladies en Europe. Qu'est-ce que c'est? Alors, on peut le mesurer différemment, mais si on le mesure, comment on est handicapé, donc le Disability Adjusted Life, ça veut dire qu'on vit des années avec un handicap. On a une maladie et on est marqué par cette maladie. Si vous regardez, ça fait surtout, tout en violette, l'AVC. Si on a un AVC, on va passer, on ne va pas mourir, on va être handicapé pendant un certain nombre d'années. Mais la migraine, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais si vous souffrez d'une migraine avec aura, par exemple, qui vous fait 2-3 fois par mois de misère, où vous avez une aura, vous vous couchez, vous ne pouvez plus travailler, c'est un grand handicap. Certes, pas autant dangereux qu'un AVC peut-être, mais c'est un grand handicap. Après, il y en a d'autres maladies. Il y a le Alzheimer qui fait, si vous l'avez, vous avez un handicap. Si vous avez une épilepsie, ça va avoir des restrictions sur votre aptitude à la conduite. Vous devez prendre à vie des médicaments qui vont avoir des effets secondaires. Vous avez donc une multitude de maladies neurologiques qui sont extrêmement fréquentes. Il y a la sclérose en plaques, le Parkinson, des SLA, plein de maladies extrêmement fréquentes. Alors pour mourir, quelle maladie mène à la mort? Ça, c'est surtout l'AVC.
Après, vous avez aussi les Alzheimer, les syndromes démentiels. Et heureusement, les autres maladies sont un peu moins mortelles. Évidemment, une SLA va mener à une mort, une maladie neurodégénérative comme le Parkinson va aussi mener à la mort plus tard. Mais le grand fardeau, c'est engendré par l'AVC. Et on peut déjà le traiter depuis 1995. En 1995, il y avait les premiers papiers qui ont démontré qu'on peut traiter un AVC. Ça a duré quand même un certain moment jusque tout ce traitement est arrivé partout. Mais voilà, vous voyez, j'ai les mêmes cartes que le docteur Peloton a montrées. Ça vient de l'observatoire, finalement, de l'Office de santé publique. Les statistiques qui montrent selon le canton la fréquence des maladies. Là, vous voyez, Neuchâtel est comme pour les infarctus. Peut-être les gens fument quand même pas mal ici. Ils ont peut-être quand même peut-être d'autres problèmes avec leur vaisseau. Neuchâtel est assez haut dans la fréquence des AVC. Et vous voyez on n'est pas encore là à avoir la courbe, elle monte encore. Et ici, je vous montre une étude en Allemagne où, voilà, eux, ils étaient rapides. En 2005, ils ont installé les premiers thrombolyses. Et en bleu, ici en bas, vous voyez un hôpital qui avait une unité cérébrovasculaire. Donc, la mortalité, donc on meurt d'un AVC, était un peu plus que 10%. En noir, c'est un hôpital qui n'avait pas d'unité cérébrovasculaire, où chaque médecin, généraliste, interniste, s'est occupé des AVC. Et avec le temps, la mortalité, elle est un peu descendue partout, mais elle est plus descendue là où on a introduit une unité cérébrovasculaire. L'unité cérébrovasculaire, c'est une unité spécialisée où les gens qui s'y connaissent s'en occupent. Là, vous voyez, en vert, ici, c'est un hôpital qui a introduit l'unité cérébrovasculaire en 2008. Bon, vous voyez, la mortalité, elle descend. Et pas seulement la mortalité, mais l'handicap. C'est pas qu'on engendre des gens qui sont handicapés et qui survivent, ils sont moins handicapés, ils vont être moins institutionnalisés. Donc, je vous demande dans quel hôpital vous voulez aller avec votre AVC. Donc, il y avait un problème. Et ici, je parle d'une petite anecdote. Si vous voulez savoir d'où vient mon joli accent, donc je suis bavaroise, mais je suis mariée depuis 25 ans maintenant à un Suisse romand. Et ce cher Suisse romand, donc mon mari, a fait 10 ans d'exil à Bâle. Et quand il s'agissait de trouver un poste permanent, il a fait une demande, c'était d'être rapatrié en Suisse romande. Donc, j'ai appelé Fribourg, Yverdon et Neuchâtel. J'ai demandé, bonjour, est-ce que vous avez besoin d'un neurologue? Ici, dans votre hôpital, pour créer un service, vous savez, maladie neurologique fréquente. Et là, il y a une voix très grave qui me dit « Ah, votre offre m'intéresse. Il faut que vous veniez. » Donc, je me rappelle encore très bien ma première visite ici dans cet hôpital. Quand je suis arrivée dans la nuit, c'était très verglacé, où j'ai rencontré le professeur Malin Verny qui m'a montré l'hôpital et qui a dit « Vous allez voir, jamais un seul patient avec un AVC va aller ici aux soins intensifs. » Une année après, ils étaient tous aux soins intensifs. Donc, alors, c'est ça comment nous avons commencé, parce que la neurologie, juste pour reprendre à sa petite boutade, c'est une FMH depuis 120 ans. C'était fondé à Olten, Bahnhofsbuffet, la neurologie. Donc, ça, c'était nous, 2011. Et c'est ça, on a créé, on était 3 médecins. Le docteur Olivier qui est à la Chaux-de-Fonds, il est là, le deuxième. Et un chef de clinique, le docteur Maurier, qui a entre-temps un cabinet. Nous étions 3 médecins pour tout le canton, avec des neuropsies et logopédistes que vous voyez en bas. Et on nous a dessiné la médecine 4. Vous voyez Madame Bourdon, qui est toute à droite, là, qui était ICUS, que là, on va faire un service de neurologie. Vous pouvez imaginer, vous venez dans un service et vous dites, j'ai des patients qui ne parlent plus, ils sont confus, ils sont agités, ils sont très handicapés. Est-ce que vous voulez vous en occuper? Et on va les concentrer chez vous. Et je dois dire, l'accueil était magnifique. Parce qu'il faut avoir une main pour ces patients. Il faut avoir la patience, il faut avoir la compréhension. Il ne faut pas dire, il faut que vous disparaissiez de mon service parce que j'ai peur de cette maladie.
Hein, ça nous reflète beaucoup les angoisses à nous-mêmes, hein, que nous, on pourrait avoir un AVC, que nous, on pourrait avoir un handicap, que nous, on pourrait devoir vivre avec un handicap. Et on a très rapidement le réflexe de dire, on fait plus rien, c'est mieux s'il meurt, pourquoi est-ce que vous acharnez, hein, parce qu'on a la peine à accepter la vieillesse, le handicap, vivre avec ça, au lieu de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients. Donc, j'étais extrêmement chanceuse d'avoir cette super équipe des soignants qui m'a accueillie. Et j'ai reçu le professeur Malmiani d'Ili, et ça, c'était très spécial. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de neurologie cantonale de notre taille qui ont d'Ili. Et voilà, nous avons fait des visites, nous avons fait les fameux COP, colloques d'orientation pluriprofessionnelle avec les ergophysios, où on discute une fois par semaine, encore aujourd'hui, chaque patient, et on décide qu'est-ce qu'on doit faire avec eux, de quoi il a besoin. Donc le temps passe, et on a pu qualifier comme première unité cérébrovasculaire suisse de notre taille. Ça, c'est ces points-là en orange, hein, c'est les stroke units. Les bleu, c'est le Stroke Center, c'est le Neurostroke Unit Plus, ça veut dire ils ont une neuroradiologie, ils ont une neurochirurgie. Finalement, nous, on a un peu moins le problème. Les neurologues, c'est brain power. Nous n'avons pas forcément besoin d'un plateau technique. Tout ce que nous, on fait, normalement, on sait le faire partout. Hein? Savoir, ça voyage bien. Hein? Donc, par contre, le Stroke Center, ça, c'est... ils ont un plateau technique, mais ce n'est pas les neurologues, hein, c'est les neurochirurgiens, les neuroradiologues qui nous aident là. Et comme vous voyez, heureusement, en Suisse aussi, depuis 2007-2009, la mortalité que vous voyez, elle descend pour les AVC. Hein? Et si vous regardez cette carte, je suis particulièrement heureuse de vous dire que Neuchâtel est heureusement pas parmi les cantons les plus mortels pour un AVC. De nouveau, je vous laisse réfléchir dans quel canton vous allez avec votre AVC. Alors, pendant ce temps-là, nous avons créé beaucoup de choses. Hein. 15 ans, c'est quand même finalement assez long. On a pu recruter le docteur Murizan, qui est un strokologue, qui m'aide beaucoup avec l'unité cerebrovasculaire et avec le service. Le docteur Hauf, qui est un épileptologue. On a pu faire une unité d'épileptologie. On a Madame Frochot, qui est la chef de l'unité de neuropsychologie et logopédie. Nous sommes un des peu de services qui sont pluriprofessionnels, donc pas seulement des médecins, des logopédistes, des neuropsychologues, et on a des techniciennes en forme de la chef de Eduarda Enriquez, qui est en fait la chef des techniciennes EEG. Donc ça veut dire que nous avons 5 professions différentes dans notre service. C'est très animé, on a beaucoup de plaisir aussi. Et on fait des collaborations avec d'autres services, la pneumologie pour le centre de sommeil, on a un neurologue là-bas. Et on a, avec le docteur Olivier, que je vous ai montré, qui est à la Chaux-de-Fonds, qui est notre spécialiste des maladies neurodégénératives et mouvements anormaux. Lui, c'est le chef neurologique du centre mémoire. On fait hospitalier, ambulatoire, Doppler, INMG, EEG, polyclinique. On fait, vous voyez les chiffres, en tout, on a environ 12 000 contacts patients par année. Et, oh là là, j'essaie de... Ah bon, non? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas là? Bon. Voilà, ça c'est nous. Et en 2025, et je suis particulièrement heureuse de justement accueillir plein des étudiantes là au milieu. 5 étudiantes. On a 7 médecins assistants et c'est toute notre équipe avec laquelle j'ai l'immense plaisir de travailler. Vous voyez en bas, Monsieur Berchi qui a suivi Madame Bourdon qui a pris sa retraite et Docteur Olivier des cheveux un peu moins. Comme il dit lui-même, hein, je peux le dire. Et toute l'équipe ici, et je suis très reconnaissante qu'ils sont tous là. Et je ne sais pas, je n'ai même pas regardé la montre. Et je retourne à professeur Malin-Verny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez vu que ces 2 collaborateurs, l'énergie qu'ils ont mis pour créer quelque chose. C'est impressionnant. Cyril, il est parti de rien aussi. Il n'a pas fait une belle photo comme Suzanne, qui a un mari qui est photographe. Donc, c'est une photographie superbe, donc partie quasiment de rien. Évidemment, il faut de l'argent pour ça. Je dois dire que les directions que j'ai eues, vous avez lu ça peut-être dans le journal, elles m'ont... Hein? J'ai rien compris. C'est un peu dur de la feuille. J'étais tellement j'ai arrêté de photo. Tu vois, il y a encore dire.
Désolée, j'ai oublié. Ce sont nos défis, mais voilà, c'est les mêmes que le cardiologue. Et ce qui est, je pense, extrêmement important, c'est qu'on résiste aux pressions financières. On n'est pas une entreprise. En fait, on est une entreprise, mais on ne doit pas faire du business. Santé, c'est par définition pas quelque chose où on fait du business, même si notre gouvernement nous le fait croire. Hein. C'est pas comme ça. Hein, par définition, maladie, c'est négatif. On ne va pas gagner de l'argent avec. Donc, ça, c'est pour moi très important. Et pour faire la prévention contre toutes ces maladies dont vous avez peur, il faut faire un Brain Health Plan. Parce qu'on peut beaucoup prévenir. Je suis désolée. Hein, Voilà. On va parler un peu de coûts et de ce qu'on peut faire. Les médecins parlent jamais d'argent. C'est pas très élégant de parler d'argent. Das gehört sich nicht. On fait pas, on est des êtres un peu supérieurs vers le public. Donc, je vais parler d'argent. Brièvement. La direction a imposé, on l'a soutenu, des caps salariaux pour les chefs de service. C'est à 420 000 francs par an. Les cadres de médecine n'ont jamais atteint ce plafond, je vous dis tout de suite. Passer un truc mixte, salaire fixe, activité ambulatoire, etc. J'ai toujours pensé, c'est un gros salaire pour le canton de Neuchâtel. Si on voit la réalité sociale, c'est un gros salaire. Et pourtant, tout le monde n'était pas content. Parce que, et dans le privé, etc. Moi, j'ai toujours combattu cette attitude. Donc, j'insiste, pour le canton de Neuchâtel, c'est un gros salaire. Après, il y a des parts variables. Les parts variables, ça peut être des expertises qu'on fait, FMH ou extrajudiciaire ou judiciaire. C'est important que c'est une reconnaissance d'un hôpital. Si une organisation, soit un juge, soit l'FMH vous demande de faire une expertise, ça prend beaucoup de temps. L'expertise FMH, c'est 250 francs à l'heure qu'on vous paye. Donc, c'est un salaire horaire coeffioti, comme on dirait. Ça prend beaucoup de temps, etc. Et puis, il y a les conférences qu'on donne, on vous paye, etc. Donc, tout ça, c'était pas réglé. Ça a été une bataille assez importante pour mettre un peu les pendules à l'heure. Il est clair que l'hôpital, ces instances s'adressent à l'hôpital et aux médecins à l'hôpital parce qu'ils ont une valeur à leurs yeux, mais ils ont une valeur à l'intérieur de l'hôpital. Donc, il est clair, en plus, ces travaux sont faits en partie durant le temps de travail, etc. C'est clair, donc on a pu faire passer, mais je vous dis, c'était pas very easy task, que de ce que payent ces instances, le 30% va à l'hôpital. Tout le monde a accepté et ça cause plus de... Mais avant, c'était les caisses noires. Donc, on a découvert dans la commission des médicaments, dont j'ai fait partie pendant plusieurs, qu'il y avait des spécialités qui achetaient des produits, souvent les produits plus chers, et ils avaient un gagne-pain là-dessus, et ils avaient une caisse, ils avaient un compte à la banque. Non, je veux dire, hey, on appelle ça des caisses noires. Donc, il a fallu liquider tout ça. Je vous dis, c'est pas passé en 15 jours. Ah non, mais avec des arguments, ah, mais nous, on connaît, bla, bla, bla. Donc, il a fallu faire un certain travail de Patentorsner pour régler ces affaires. Toxicité financière et réduction du déficit. La révision de la LAMAL de 2011 a été une catastrophe. Personne n'a pris le référendum. Qu'est-ce qu'elle a dit? 1. Subventionnement des cliniques privées pour les patients en classe commune. Les cliniques privées, vous penserez que it's a profit organization. Fertig. 2.
mettre en concurrence le public et le privé, ça va améliorer la qualité, ça va faire baisser les coûts, etc. Tu parles. Donc, ils se sont remplis la gorge de toutes ces promesses. Aucune promesse n'a été tenue. Donc, c'est une catastrophe, mais il faut faire avec. Donc, les hôpitaux doivent être rentables. Et c'est nul, à mon avis. Je vous donne mon opinion personnelle. Évidemment, ça n'engage pas la direction de l'RHNE. Donc, l'RHNE, elle est devant quel challenge ils sont pour économiser? Parce qu'il y a un déficit. Le déficit est sous contrôle depuis quelques années. Les coûts sont surtout ont augmenté en l'ambulatoire, un peu dans la médecine privée, mais surtout aussi pour l'ambulatoire de l'hôpital. Ils ont commencé à faire de l'ambulatoire parce que ça rapporte un peu plus. C'est aussi vrai que ça simplifie la vie des patients, c'est plus court, tu rentres plus vite, etc. Ou tu rentres pas du tout à l'hôpital. C'est pas sorcier. L'hôpital, qu'est-ce qu'il doit? 70% des coûts viennent du coût de personnel. Alors, il faut éliminer du personnel pour diminuer le déficit et la toxicité financière. Est-ce qu'il faut éliminer des prestations? Un truc qui a été fait, c'est de mieux facturer. C'est vrai qu'on facturait mal. Dans l'ambulatoire, c'est intéressant de voir. Les jeunes collaborateurs à l'hôpital, ils s'en foutaient assez largement de comment on facture. Dès qu'ils ouvrent un cabinet, hey man, ça change complètement. C'est un peu délicat, mais c'est comme ça. Bon, ça a beaucoup changé. Maintenant, on met des spécialistes de la facturation à côté du médecin, ce qui est une bonne chose. Mais il n'y a pas 100 000 possibilités pour un hôpital. De réduire, tac, boum. Ah. Donc, moi, j'ai toujours eu la position, la santé, c'est un droit et c'est un droit humain. C'est pas comme ça chez nous. C'est une marchandise. La santé, c'est un droit humain. Alors là, j'ai mis 2 exemples. Voyez, Boris et Billy qui rigolent. Boris, donc, citation d'une intervention au Conseil national, même Staline n'avait pas réussi à tuer tant de personnes en une année que les réformes de Yeltsin voulues par la Banque mondiale. Pas une blague, hein? Donc, privatisation, je fais pas l'apologie, le dit l'Union soviétique, et je sais pas quoi. Je vois déjà qu'il y a des penseurs, M. Malinverni, c'était un fan de l'Union soviétique, etc. Il y avait simplement un système de santé différent. Donc, ils privatisent, ils font, ils tuent. C'est clair. L'autre, c'est la citation en 2007, dans le comité de l'Union internationale contre le cancer, UICC, ils discutent d'une résolution pour l'OMS qui demande que chaque patient avec une tumeur ait accès à un traitement adéquat à Manhattan, dans le Val-de-Travers et à Dakar. C'était un peu l'idée. Vous savez que les maladies malignes dans les pays pauvres grimpent comme ça, ils n'ont pas accès à des traitements. La résolution a été bloquée après l'intervention du représentant des États-Unis du NCI, National Cancer Institute, qui argumenta, gardez pas la photo, Bus, il a raté son truc, là, mais c'est pas grave. Le type, il a dit, c'est aberrant de demander que chaque patient ait droit à une Mercedes, on suppose neuve, Monsieur Bus, quand il ne pouvait s'offrir qu'une Volkswagen d'occasion. Donc, dans une réunion de l'UICC, un Amerloc dit cette chose-là, 2007, il y a encore des gens qui tiennent exactement le même discours. Inacceptable. C'est mon point de vue. Vous pensez ce que vous voulez. La santé, c'est un droit et c'est pas une marchandise qu'on va acheter au marché comme une salade. Contrôle des coûts, Malinverni, ils sont un peu constructifs. Tu vois, ton show et trucs. Il y aurait des interventions qui pourraient contrôler les coûts. Je vous donne mon opinion, c'est un peu donc
si j'avais la baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Stop au subventionnement des cliniques privées. Sur le modèle de la SUVA, qui a une administration efficace, caisse unique avec prime proportionnelle aux revenus et aux ressources financières, c'est quelque chose qui passe en Suisse romande. Ça passe en Suisse romande. Mais là, les Suisses allemands, budget global ambulatoire décroissant, comme le font les Canadiens. Je vois que mon ami Bunsley, il ponce les sourcils, mais... Contrôle des prix des médicaments. Contrôle des prix de médicaments. Vous avez entendu, en juillet, Roche a retiré du marché suisse un traitement pour lymphome folliculaire. C'est pas l'AVC, le lymphome folliculaire. Il voulait une augmentation sur la base d'études de phase 2 qui démontrent pas l'efficacité définitive. Il voulait une augmentation de ce médicament qui est un excellent médicament. Le bureau des assurances sociales a dit non, ils ont retiré du marché. It's a no-go. Clairement, no-go. Les défis, la démographie médico-soignante dans le canton à partir des années 30%, si on m'a bien informé, des généralistes seront loin. Donc ça, mesdames et messieurs, it's a real problem. Déjà maintenant, c'est difficile de trouver des médecins disponibles, donc il faut réfléchir à ça. Les soignants, c'est un problème, on en reparlera. Un peu moins l'intelligence artificielle, vous savez qu'elle est déjà là. Il y a beaucoup de questions auxquelles il n'y a pas de réponse du côté ethnique, information des patients, mettre les priorités, etc. Mais ça viendra. Comme c'est déjà le cas pour les lave-lessives qui sont pleines d'intelligence artificielle. Donc c'est là, à plusieurs niveaux, mais ça va poser des challenges importants. La génétique, on utilisera de plus en plus la génétique, soit pour... vous savez, pour $200, vous avez pas le génome complet. Séquencer, ça coûte encore $1000. Vous vous rendez compte? Ce que c'est rien du tout. Mais là, pour $200, on va vous dire, tu as la chance de faire un cancer du côlon à 10 ans qui est de 38%. Ah bon? C'est bien fait, les études. Je dis pas, mais comment tu vis avec ça? Comment tu communiques aux patients? Qui met les priorités, etc. À mon avis, c'est le médecin de confiance. Et pour les médicaments, ça sera important parce que vous prenez des antihypertenseurs, ça marche pas chez vous. Mais il y a probablement bon, à moins que vous les preniez pas, mais il y a une base génétique qui fait que certains types de médicaments ne fonctionnent pas, donc il ne faut pas les utiliser. Là, il y a de grands progrès en route qui définiront le profil du patient idéal pour un certain type de traitement. Et puis, je crois que c'est le dernier slide, ça c'est important. Applaudir ne suffit pas. Vous vous souvenez durant le Covid, ouais, c'est bien, tous ces soignants, l'initiative passe et rien ne se passe. C'est un scandale. Là, vous êtes interpellé comme sujet, comme citoyen, dire il faut essayer de faire la pression, il faut améliorer les conditions de formation et professionnelle des soignants. Parce que comme les médecins, il y aura une pénurie de soignants importante. L'initiative passe, mais rien ne se passe pour l'instant. C'est dramatique. Je vous remercie pour votre attention et on est prêts tous à répondre à vos questions. Merci.
Merci beaucoup. Si vous avez des questions, levez la main, je vous passerai le micro, ou Madame De Saulles, puisque le captage de la conférence continue. Pas de questions. C'est un bouton vert juste sur le côté. C'est dur, le bouton vert. Donner suite aux propositions. Ça ne marche pas. Je crois que c'est Suzanne qui doit répondre à cette question. Bon, si j'avais su, j'aurais amené la statistique. Bon, c'est clair, hein, la mortalité pour un AVC, elle est plus grande pour une femme que pour un homme dans le canton. Hein. C'est quasiment le double. Donc, vous avez vraiment, c'est dangereux, beaucoup plus dangereux pour une femme que pour un homme pour mourir de son AVC. Et les femmes ont des AVC beaucoup plus tard, elles sont plus âgées, les AVC sont plus grands parce que les étiologies sont différentes. Donc, c'est frais. Il y a aussi des études qui disent que les femmes sont moins bien prises en charge. Qu'on loupe beaucoup plus souvent l'AVC chez une femme quand elle vient aux urgences parce qu'on pense qu'elle a un problème psychiatrique, qu'elle est peut-être hystérique, que ses fourmillements, c'est psy. Hein, et tandis qu'un homme, il est pris beaucoup plus au sérieux. Ça change probablement. Il y a même toute une théorie qui dit que les femmes n'ont pas les mêmes symptômes, ils les décrivent différemment. Mais probablement, c'est une question de votre assurance. Donc, une femme qui est très assurée d'elle-même, qui va aux urgences et dit « Oui, moi, je pense que j'ai un AVC, ici, j'ai une paralysie et c'est pourquoi », elle va être plus prise au sérieux qu'un homme qui dit « Ah, peut-être j'ai des vertiges, je ne sais pas hein. ». Qui est peut-être, moi, c'est très assuré en soi-même. Donc, c'est peut-être pas forcément homme-femme, mais plutôt certains traits qui sont associés avec le genre. Il faut s'en rendre compte. Ce qu'on ne sait pas, on sait que des femmes généralistes, ils ont des meilleurs taux de survie que les hommes. Très faible la différence, mais c'est comme ça. Pour moi, ils donnent un peu plus de conseils. Plus le neurologue, on ne le sait pas. Il n'y a aucune étude qui a montré si une femme neurologue fait plus vivre les femmes qui font un AVC, par exemple. Ça, on ne sait pas. Pour les cardiologues, ils ont essayé de faire ces études et je crois que c'était négatif. Hein. Je crois que chez vous, il n'y a pas une différence. Tandis que les femmes qui ont un infarctus du cœur, c'est très, très discuté. Après, nous avons beaucoup de femmes, sclérose en plaques, des maladies auto-immunes. Hein. Chez nous, les femmes sont très présentes. Je pense qu'il faut qu'on le prend beaucoup plus au sérieux, mais le souci que nous avons beaucoup plus, c'est que la médecine se féminise. Hein, vous avez vu mon logo Women in Neurology. Et ça, c'est un avantage et un désavantage. Évidemment, l'avantage, c'est que toutes ces femmes vont peut-être aller au poste dirigeant, mais encore un peu lentement hein, par rapport à ceux combien ils sont. Et ça, c'est un problème. Il y a l'effet escalateur hein, pour les hommes. Et deuxièmement, est-ce qu'elles vont gagner autant que les hommes? Est-ce qu'elles vont autant se battre pour leur argent que les hommes? Si la médecine se féminise, elle va probablement gagner moins. Et moi, je suis totalement au contraire, il faut parler argent. Moi, je suis pour une revendication absolument transparente de ce qu'on gagne. C'est de l'argent public, les gens doivent savoir qu'est-ce qu'on gagne, aussi dans un hôpital. Et personnellement, je trouve que c'est un scandale qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que les autres gagnent. Mais voilà, ça c'est mon commentaire privé. Je trouve qu'il y a un changement, financièrement peut-être pas pour le mieux pour nous, la féminisation, mais je crois que la prise en charge pour les femmes, elle va changer, elle va être meilleure. Je voudrais ajouter deux choses. Un,
Ça ne répond pas à votre question, mais c'est un autre aspect. La carrière des femmes en médecine, ça c'est un très grand sujet. Je suis un homme très simple. Moi, j'étais assez content, pas satisfait, assez content de voir qu'on avait des médecins cadres élevés. Suzanne en est une, femme, donc aux soins intensifs, pédiatrie, Madame Bainer à l'Andeyeux, etc. Il y avait, je crois, on était un peu surproportionné pour les femmes, mais c'est un début. On ne peut pas se contenter. Le deuxième aspect de la question, vous pensez infrarouge, c'est qu'est-ce qui se passe au quotidien avec les femmes dans les services? Mobbing, attouchement, etc. C'est un grave problème. J'ai pas été confronté directement avec des histoires de ce type durant ces 20 ans, mais ça s'est probablement arrivé et c'est pas arrivé jusqu'à moi comme information. Il y a eu un épisode d'un interne qui avait un comportement inadéquat que j'ai sommé et j'ai menacé de licenciement si ça se répétait. C'était un peu artisanal tout ça, mais c'est un vrai problème et je crois que c'était Infrarouge, l'émission à la télévision romande. On peut, et il ne faut pas le nier, il faut avoir des instances où des victimes de tels actes peuvent se manifester et qu'il y ait des conséquences parce que c'est absolument inacceptable ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Mais ça ne répond pas à votre question. Mais c'est le revers de la médaille. Oui. Ça marche. Merci beaucoup. Il ne faut plus appuyer. Ouais. Deux questions pour Raphaël et Malinverni. Ici, aux urgences, quand on est sollicité pour des avis, personne ne m'a demandé de soigner comme je ne sais pas où. Tout le monde va être soigné comme à Berne, comme à Genève, comme ailleurs. Et comment vois-tu les choses sur l'aspect de la compétition? Parce qu'à un certain moment, la population neuchâteloise paye une prime d'assurance qui est probablement plus grande que d'autres populations de la Confédération. Bon, après, on peut donner d'autres exemples. Oui, voilà. Et donc, comment vois-tu les choses pour avoir toujours en tête cette dynamique afin de répondre à la solution, à la question de la population? J'arrive aux urgences en Neuchâtel, je vais être soigné bien, très bien même, aussi bien qu'à Berne ou à Genève, mais en même temps, vous êtes un petit hôpital entre la zone et cantonale, et on n'est pas prêt de voir d'autres choses. Est-ce que tu penses que tu pourras, on va dire, mobiliser? La deuxième, qui est très très simple, tu as parlé sur les progrès enregistrés en médecine interne, et tu dis que les progrès viennent des spécialités. Est-ce que, imaginons que Malinverni a 30 ans, il choisit toujours la médecine interne, ou est-ce qu'il va choisir la neurologie ou la cardiologie comme spécialité? Alors, la deuxième question, un peu plus facile, j'ai jamais pensé à ça, mais ça m'a toujours plu.
Il y a eu une tentation de faire de l'oncologie après la première année, mais mon cœur battait pour la médecine interne et après pour l'infectiologie. Je ferai probablement la même chose. Ta première question, il n'y a pas de réponse. Tu as la même réponse que j'ai. Je ne suis pas sûr que tout le monde voudrait être traité comme à l'hôpital de Lille ou à Genève. Donc, indépendamment des primes auxquelles tu as fait allusion, je crois que pour baisser les primes, il faut agir dans le canton et dans la confédération à un autre niveau. Mais pour répondre à ta question, si je ne sais pas les détails du door to needle time ou à l'intervention par rapport à la population bernoise, par rapport à la population de Neuchâtel, je suspecte. Ce qui est par exemple le cas en neurologie, si c'est bien en cardiologie. Après, vous pouvez me parler de la neurologie. Si on organise bien les choses, comme elles sont en cardiologie, elles le sont aussi en neurologie. Door to needle time, donc du moment du diagnostic d'un infarctus, soit par le SMUR, soit aux urgences, jusqu'à ce que tu aies sur la table, si le patient le désire, pour une intervention, pour un interventionnel, c'est environ 30 minutes dans le canton. Et 24 heures sur 24 avec le service de Berne. Pas le cas avec tous les autres services. C'est un peu trop rapide. Cyril, qu'est-ce que tu dis? C'est très rapide. Il va répéter. Si tu fais un infarctus dans l'hôpital de Lille, jusqu'à ce que tu aies sur la table des cardiologues, je t'assure, ça dure plus longtemps. Parce qu'il y a celui-là qui doit voir, il faut appeler le chef, il faut, etc. Donc, le door au bed to needle time, il n'est pas beaucoup plus court. Je ne vais pas faire des débats de minutes, mais je pense que pour répondre de manière assez générale, je pense que notre rôle, c'est d'offrir une prise en charge d'extrêmement bonne qualité. Le but n'est pas de se comparer à un hôpital universitaire, mais c'est d'apporter une prise en charge d'aussi bonne qualité et surtout de travailler en réseau. Et ce que l'on ne peut pas apporter comme prise en charge, c'est de travailler en réseau et puis de pouvoir être aussi efficace que si on n'était pas si loin d'un hôpital tertiaire. Je vous ai parlé de télémédecine tout à l'heure. L'important, c'est d'avoir un réseau de prise en charge préhospitalière et qu'on soit à Langenthal ou qu'on soit au Verrières, l'esprit, c'est d'avoir un réseau de prise en charge pour se rapprocher le plus possible d'un centre qui apporte toutes les prestations. Et puis je pense que, alors je parle de la cardiologie, mais ça peut se répéter sur toutes les spécialités. Et je répondrai un peu à ta question. Le but n'est pas de vouloir répliquer ce qui se fait dans un hôpital universitaire, mais c'est d'apporter la meilleure prise en charge que l'on peut avec notre structure et puis de pouvoir travailler dans ce réseau-là et en bonne harmonie avec les centres qui fournissent les prestations et puis en ayant cet équilibre entre ce qu'on peut faire localement et ce qu'on peut partager avec les différents collègues. C'est là où on fait, je pense, la meilleure médecine. Est-ce qu'il y a encore une question avant de passer à l'apéritif ? Si ce n'est pas le cas, moi j'en ai peut-être une dernière pour nos trois intervenants. On a parlé il y a 20 ans, l'inauguration de cet hôpital. Comment vous imaginez-vous la médecine dans 20 ans, si on se retrouve ici en 2045 ? Et moi, pour poser la question. À tous les trois. Joker. C'est eux l'avenir. Personnellement, je pense que dans les fonds, ça va être pas si différent parce que ce que les patients veulent, c'est quelqu'un qui les soigne pour leurs problèmes. Hein? À mon avis, le hype autour digital et intelligence artificielle, bien sûr, ça va nous aider pour des trucs répétitifs, pour des
pour certaines tâches, mais la décision pour ce cas individuel, ça va toujours être en contact. La question, c'est est-ce qu'il y aura encore des médecins? Parce qu'il faut leur donner des conditions de travail qui sont faisables avec notre société. Je pense à est-ce qu'il y a encore des soignants aussi qui sont d'accord de le faire, de toucher un patient, parce que c'est toute une question je pense que ce sont des questions sociétales. Et autant qu'on traite la médecine comme une business, je pense que ça va être un problème. Mais je ne crois pas, dans le fond, qu'il y aura une grande différence. Moi, je crains plutôt que ça va être un peu moins bien, parce qu'on va se faire des autogols. Parce qu'on est totalement prêt à investir, je ne sais pas combien d'argent dans les autoroutes, mais pas dans notre santé. Ça c'est mon plus grand souci. Est-ce que moi, je vais encore avoir un bon médecin traitant quand j'aurai 70 ans? Ça, c'est un peu mon souci. Mais en soi-même, on a tellement dit que le digital et l'ordinateur, on a un retard et ça va tout nous sauver. Ça ne sauve rien, ça nous fait beaucoup plus perdre du temps. En soi-même, c'est là, bien sûr, il y a des avantages, mais ça ne révolutionne pas la médecine en soi-même. Ça, c'est mon avis. Mais tu as peut-être une vue plus positive? Je crains le piège. Alors, je pense si on doit se projeter dans 20 ans, évidemment, c'est complexe. Je pense que je répondrai assez simplement. Je pense qu'il faut être vraiment extrêmement prêt à tous les défis technologiques, les avancées scientifiques. Et il faut toujours resté à la page de tous ces développements. Je pense que l'intelligence artificielle au premier plan, je crois que mes deux collègues l'ont déjà évoqué, on doit rester extrêmement proche de tout cet aspect technique, mais en même temps, l'aspect humain reste primordial. Et si on vise une médecine à la fois technique, humaine dans 20 ans, je pense qu'on aura déjà fait une bonne partie du travail. Et puis je crois que je rebondis sur ce que la doctoresse Renaud a dit. L'aspect du personnel est extrêmement important. Enfin, on a besoin de pouvoir compter sur des soignants au quotidien. On a besoin d'avoir des soignants motivés. On a besoin de garder ce personnel compétent et motivé à l'avenir. Et la technicité peut être un risque. La perte d'humanité peut être un risque. Il faut réussir à trouver cet équilibre entre justement technicité et humanité. C'est peut-être le vœu que je formulerai pour dans 20 ans. Mais un vœu pieux. Merci beaucoup. Je vous demanderai d'applaudir les intervenants du soir. Bien, merci. Et puis on peut passer à l'apéritif. Madame de Saulles va ouvrir la porte grand. Merci Muriel.